règle du jeu, ce serait qu'on se donne 20 minutes de prise de parole dans la salle, en sachant qu'on vous donnerait ensuite 5 minutes à peu près à chacun pour réagir, et avec la règle du jeu, de réagir à ce qui aura été dit, soit dans la salle, soit entre nous, entre vous. Bon, et puis on va essayer d'échanger. On a bien vu qu'il y avait quand même deux domaines. Il y avait les questions programmatiques sur lesquelles nous avons besoin d'échanger, et tout le monde a redit le besoin, la nécessité d'avancer sur ces questions-là, sans caricature des uns et des autres, mais en identifiant les débats que nous avons ensemble et en essayant d'avancer sur leur compréhension, l'analyse, etc. Et puis il y a le cadre de travail en commun. Tout le monde a dit, on peut se connaître en avançant, en marchant. Et donc, je crois que c'est dans ces deux dimensions, on ne va pas pouvoir faire deux débats différents. Vas-y. Alors moi, c'est pour faire une remarque peut-être un petit peu cinglante, mais si on essaye de faire l'unité de la gauche, alors je comprends que chaque parti, mouvement, syndicat veulent essayer de prendre le devant sur les autres, mais on a besoin de toutes les forces. Enfin, moi, j'ai un passif important avec le PCF, il faut mettre ça de côté, quoi. Enfin, voilà, j'ai subi un peu la magouille, c'est passé, on laisse tomber. Non, mais enfin, je tiens à préciser, mais j'entends le monsieur d'Europe Écologie Les Verts qui tape sur Gérard Filoche, j'entends des gens qui tapent sur Benoît Hamon, des gens qui tapent sur Jean-Luc Mélenchon. Je pense que ça part pas très bien, quoi. Enfin, voilà, moi, c'est la première fois que je rencontre Gérard Filoche. Je connais ses vidéos de ça, pour moi c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour la gauche, ce qu'on appelle la vraie gauche. Donc si on lui tape dessus parce que, je sais pas, il mange pas bio, voilà, je connais pas toutes ses positions, mais il faut pas, il faut vraiment... Non, mais je pense que vraiment c'est important, il faut qu'on réussisse à mettre de côté les aigreurs, les ambitions personnelles pour essayer de travailler pour l'intérêt général. C'est vrai qu'il y a quelques élus ici, j'en fais partie, malheureusement souvent on pense à sa petite place d'élu, au petit chèque à la fin du mois. Et il y a un moment, il faut qu'on passe à autre chose et qu'on voit vraiment la misère des gens, quoi. Enfin, on la voit partout. Voilà, merci. Merci. Alors, je crois que toute la question est d'arriver à se parler sans faire l'impasse sur nos divergences, arriver à les exprimer sous forme de divergences. Il y a beaucoup de mains qui se sont levées. Oui. Moi, je voudrais revenir sur plus l'aspect, non pas programmatique, parce que tout compte fait, franchement, si on analyse bien les programmes des uns et des autres, est-ce qu'on est vraiment loin les uns des autres? Je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, il y a tellement d'éléments qui interviennent dans le combat politique au moment des échéances électorales qu'on est dans l'imparfait, on est dans des solutions qui ne sont pas du tout adaptées parce que, bon, il y a l'être humain, point final. Ou trois petits points plutôt. Non, moi je suis plutôt dans le fonctionnement, dans la façon de créer cette unité. Je suis intervenu tout à l'heure, c'est vrai que nous ne sommes pas pour l'hégémonie, ça vous l'avez compris. Hein. Et pas seulement parce que nous sommes petits, non, pas du tout. Parce que effectivement, je crois que le débat d'aujourd'hui, c'est effectivement la ressource qu'on va trouver lorsque chacun d'entre nous, chaque militant, va pouvoir apporter sa contribution. Expérience personnelle très rapide. Je suis dans le Morbihan. Donc très content de Notre-Dame-des-Landes. Hein. Très, très, très content dans le Morbihan. Mais au-delà de cela, nous avons réussi à créer, sur le plan départemental, une association qui s'appelle Cause Commune. Je vous recommande d'aller voir le site de Cause Commune. C'est une association où nous sommes chacun individuellement. Et on ne demande pas de quel parti on est. Pas du tout. On ne sait même pas d'ailleurs chacun d'où il vient et quel est son parcours. Non, il apporte sa contribution. Il apporte sa contribution sur l'éducation populaire. Cette nécessité effectivement de la prise de conscience. Sur tous les sujets qui ont été évoqués aujourd'hui. Mais pas seulement. Il ne s'agit pas de cercles effectivement fermés à quelques-uns, forts d'expérience. Non, pas du tout. Nous sommes aussi dans l'action. Et dans l'action avec tout le monde. Tout le monde. Le PC, les Insoumis, Ensemble, République socialiste, etc. Et cela sur des sujets qui sont des sujets du moment.
en effet liés à l'écologie ou sociaux, tout simplement. Il y a une vraie bagarre à Vannes, par exemple, sur l'hôpital, on y est tous. Et ce lieu de cause commune est un lieu vraiment de réelle convergence d'action. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que je crois qu'on arrivera effectivement à créer quelque chose si effectivement, comme l'a dit Lucien, et bien sûr, je suis sur cette position parce que j'ai participé aussi à ce qu'il a dit, de créer effectivement un comité de liaison entre nous, indispensable, mais redonner la parole effectivement à la base à travers ce type de structure. Je crois que c'est à partir de là qu'on recréera l'unité. Merci. Bonjour, je m'appelle Pierre Sauve. Je suis militant à Réseau Salariat. C'est une association que vous connaissez, je ne sais pas. Le débat qui a commencé ici, on a écouté tout un panel de représentants d'organisations et qui en appellent tous à l'unité. Je suis entièrement d'accord avec ça. Reconstruire, je ne sais pas si c'est reconstruire. Le ça fait un peu répétition. Et quand on répète aussi les échecs. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce qui me paraît le plus essentiel, dans un cadre unitaire, nécessaire, indispensable, c'est de redéfinir, approfondir les concepts sur lesquels on a fonctionné pendant des années et qui, d'une certaine manière, n'ont pas été très opératoires, il faut bien le constater. Alors j'ai entendu Gérard Philoche nous dire que 80 ou 90% des gens dans ce pays étaient des salariés. J'adhère totalement avec ça. J'ai entendu son voisin nous dire que l'avenir, c'était la disparition du salariat. Peut-être qu'il faut s'entendre sur les mots, définir ce que c'est que le salariat. Moi, je suis retraité. Est-ce que je suis salarié? Est-ce que pourtant, je n'ai plus ma force de travail à vendre. Elle a déjà été vendue. Est-ce que je suis salarié? Bon, donc la définition qui a été apportée me semble un peu courte. Bien sûr, non, pas différé, socialisé. Ouais. Oui, je touche un salaire, je suis donc salarié. Ce que je veux dire par là, c'est que la définition qui a été donnée tout à l'heure par Vincent, par exemple, c'est-à-dire, le salarié, c'est celui qui vend sa force de travail, c'est un peu court. C'est un peu court parce que le salariat, au XXe siècle, il a conquis un certain nombre de choses. Il a conquis en particulier, à la fin des années 44, 45, 46, il a construit des institutions salariales. Et aujourd'hui encore, des gens se battent pour entrer dans le salariat. Pourquoi? Parce que le salariat est quelque chose de protecteur, parce que précisément, on a ces institutions salariales. Je me suis battu pendant des années, dans ma jeunesse, pour la disparition, l'abolition du salariat. J'en suis aujourd'hui à me battre pour la généralisation, l'extension du salariat. Peut-être qu'effectivement, il va y avoir un moment où les contradictions s'abolissent, comme disait l'autre, et qu'effectivement, on s'aperçoit que finalement, c'est la même chose. La question est de le poser dans les bons termes. Alors, redéfinir des concepts. La disparition de l'emploi, oui. La disparition du travail, non. Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure. Il serait peut-être intéressant de faire un distinguo, pas si subtil que ça, entre ce que c'est que le travail, c'est-à-dire le rapport, excusez-moi, c'est un terme marxiste, de l'homme à la nature, à l'environnement, pour tirer de la nature sa subsistance, etc. Donc ce rapport à son environnement, ce qui pose la question de l'écologie, bien évidemment, parce que comment on l'organise, comment on le pense, ce travail. Et puis l'emploi. Parce que l'emploi, c'est employé, employeur. L'employé, c'est un mineur social. L'employeur, c'est celui qui décide de tout, c'est le maître. On se bat pour des emplois, on se bat pour avoir des maîtres.
y a une contradiction ici, qu'il va bien nous falloir réfléchir jusqu'au bout. Alors personnellement, et dans le cadre de Réseau Salarié, nous nous battons pour le salaire à vie. Ce qui est contradictoire, disons-le clairement, hein, avec la proposition d'Hamon, par exemple, qui est le revenu de base. Bon, je ne vais pas développer très longuement là-dessus, hein, parce que je ne vais pas engager la polémique. Mais sans parler de polémique, c'est bien de voir le sujet là. Bon, ben, je veux bien, je ne veux pas dépasser trop. Voilà. Bon. Aussi, donc, mais justement, je voulais ne pas en parler, je ne sais plus qui me répond. Oui, voilà. Fondamentalement, le revenu de base s'appuie sur la fiscalité, alors que le salaire à vie s'appuie sur la cotisation, qui me paraît, moi, la conquête fondamentale du salariat. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole. Voilà. C'est là. Mon prénom, c'est Fabrice. Merci, Fabrice. Je commence par préciser que je n'appartiens à aucune organisation ou mouvement politique. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses, dont certaines choses qui m'ont déçu ce matin. Alors, ce que je veux dire, c'est que l'unité de toute la gauche, c'est indispensable au mouvement social. L'unité la plus large. Mais l'unité la plus large avec des limites quand même, parce que l'unité de quelle gauche? Parce que si c'est la gauche qu'on a connue là dernièrement et qui a fait que les gens soit ils votent plus, soit ils votent Front National, cette gauche-là, non. Moi je crois qu'il faut faire l'unité la plus large parce que c'est indispensable, mais il faut mettre un socle commun. Moi j'ai pas envie de faire l'unité avec certaines personnes, hein, des anciens du PS ou des anciens des Verts, des gens comme ça, avec d'autres, pas toi, pas forcément toi, bien que j'ai un gros désaccord avec toi sur le revenu universel, parce que le revenu universel, il y a des ultra-libéraux qui se frottent les mains, qui sont tout à fait d'accord, parce qu'ils se disent si il y a le revenu universel, comme ça, vous ne ferez plus chier, il n'y aura plus de retraite, il n'y aura plus de sécu, il n'y aura plus rien. Donc le revenu universel, moi je suis tout à fait contre, mais je considère que Benoît Hamon c'est quelqu'un de bien. Alors moi ce que je crois c'est qu'il faut faire l'unité la plus large, mais quand même en mettant un socle commun. Et il faut savoir avec qui on avance sur certaines choses. Par exemple, il faudrait se mettre d'accord, qu'on est tous d'accord pour défendre le code du travail, qu'on est tous d'accord pour combattre le CETA, qu'on est tous d'accord pour combattre TAFTA, qu'on parle d'un minimum de SMIC, de retraite, de sécu, et puis l'Europe, quelle Europe? Parce que l'Europe, si c'est l'Europe qu'on est en train de nous construire, l'Europe libérale, etc., l'Europe dans laquelle on est, alors évidemment on ne peut pas sortir de l'Europe du jour au lendemain sur un claquement de doigts, c'est évident, mais ceci dit, même si on se bat, il y a des députés européens du parti de gauche, députés européens du parti de gauche, etc., qui défendent des idées de gauche au sein de cette Europe, mais il ne faut pas se priver quand même de dénoncer l'Europe, et puis c'est pas normal que des lois européennes soient supérieures aux lois nationales. Je vois par exemple, si un pays veut interdire du jour au lendemain totalement le glyphosate, il ne peut pas à cause de l'Europe. Alors, il y a certains... Il faut savoir que Macron, il était quand même dans un gouvernement socialiste. Et ce que je veux dire, c'est que si on veut réunir trop large, c'est bien de vouloir réunir large, mais si on réunit trop large, des gens trop à droite ou disons trop mous, etc., et ben on va perdre des gens qui ont vraiment envie de se battre, qui sont vraiment de gauche et qui sont vraiment radicaux et qui ont vraiment envie de faire quelque chose. Alors voilà, je termine là-dessus. Je dis oui, il faut l'unité la plus large parce que c'est indispensable, ça a toujours été comme ça dans l'histoire ouvrière, l'unité, mais avec qui, pourquoi faire? Il y a quand même des limites à pas franchir et il y a des gens avec qui on ne doit pas travailler. Alors, là, tout le monde
Ouais, de toute façon, je fais court, je m'appelle Mohamed. Et en fait, moi, j'ai lu tout ça et je me suis dit, c'est vrai que quand c'était Hollande, on s'est battu contre la déchéance de nationalité parce qu'on a trouvé ça ignoble. Mais là, avec Macron, elle est effective. Il y a des nanas en Syrie qui sont françaises, qui ont des enfants français, et on leur dit, mais il faut qu'ils crèvent là-bas. Et elles n'ont pas le droit de revenir. On crée des apatrides. Et ça choque personne. Il n'y a personne de gauche qui a réagi. Moi, ça m'a profondément choqué quand la ministre a dit, de toute façon, faut qu'ils crèvent là-bas. Voilà. Et donc, c'est ça, moi, que je voulais dire. C'est un combat qui est difficile, parce que c'est vrai que ces gens-là, au niveau idéologique, sont partis se battre pour des idées qui ne sont pas les nôtres, pour un combat qui nous paraît abject. Mais malgré tout, la déchéance de nationalité pour elle ne doit pas, on doit se battre pour elle comme on s'est battu contre Hollande. Voilà. Et c'est un combat qui est difficile. Oui, Jean-Luc, rapidement pour recentrer sur le thème. Jean-Luc Duvard, un petit rappel historique. Comment Guy Mollet a voulu empêcher l'union, c'est en voulant faire des approfondissements idéologiques. Moi, pendant la campagne électorale, j'ai écouté Mélenchon, j'ai écouté Hamon. J'ai été très content de leur programme, je l'ai trouvé parfait. Enfin, j'étais pas d'accord sur tout, mais franchement, je me disais, quel beau programme, que c'est très bien. Et puis je me disais surtout, les deux, ça fait 25%. Moi, j'adore la politique et ça me plaît d'écouter des programmes, mais c'est le même plaisir que de voir un tableau au musée. Je sais très bien que ça ne va pas marcher. Alors, moi, ce que je dis, c'est que ce qu'on doit faire ici, c'est prendre conscience qu'il faut d'abord avoir la force. La force, c'est lié à une structure qu'on va générer au début en se réunissant, mais tant qu'on n'a pas compris que pour parler aux gens, c'est pas ce qu'on dit qui compte, c'est pas le programme, c'est le fait qu'on leur montre qu'on va gagner. C'est ce jour-là où les gens se lèveront avec nous et nous suivront. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Moi, j'ai entendu un Strauss-Kahn, qu'est-ce qu'il disait? Ouais, le mec de Hollande qui s'occupait de la communication. Il disait la gauche a perdu. Donc du coup, la gauche a perdu. Si on veut continuer à vivre dans la politique, il faut faire une politique de droite. Il a dit sincèrement. Donc nous, si on veut gagner, il faut d'abord qu'on recrée ensemble la force. Et déjà, le fait de se réunir, déjà, d'apprendre à se parler, c'est construire. Parce que dans la France entière, il y a des gens qui sont d'accord avec nous, mais qui sont seuls. Depuis l'élection, ils se sont retrouvés seuls, plus de réunions, plus rien. Il y avait une dynamique avec la primaire qui a été cassée le soir du premier tour. Donc, avant de parler, c'est vrai que globalement on est d'accord, même si avant de parler de rassocier sur les programmes, reconstituons, soyons audibles. Et être audible, c'est pas les paroles, c'est pas les concepts, enfin, c'est les communicateurs qui disent ça, c'est l'apparence. 90% c'est l'apparence qui fait le fait qu'on soit. C'est pas ce qu'on veut dire qui compte. C'est pas qu'on se dise nous on est de gauche. C'est que les gens reçoivent, oui, ils sont de gauche, ils vont nous défendre. Voilà. En style un peu télégraphique, je voulais d'abord répondre un peu à Jean-Pierre. Je pense que je suis éco-socialiste et j'ai expliqué ce matin comment nous ne pouvions pas séparer la question sociale et la question écologique. Non pas que la question écologique se résume à la question sociale, mais si on veut aujourd'hui qu'il y ait un soutien massif dans l'opinion et donc dans le salariat à la question de la transition écologique, j'ai posé la question par exemple de la fermeture de Fessenheim ou d'une centrale à charbon à côté de Nantes. Eh ben, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, vous pouvez parler de reconversion. Si on ne garantit pas l'emploi aujourd'hui de ces salariés, la transition écologique, oui d'accord, il faut bien qu'à la fin du mois, je puisse participer à la nourriture de ma famille. Ça c'est le premier point. Deuxième point, un petit peu par rapport à Pascal, je pense que le débat par exemple sur le travail, il est important. Je dis attention à confondre des tendances en cours et le résultat inéluctable de ce qui se passera dans 15 ou 20 ans.
Par exemple, quand on a commencé à parler d'Uber, il y en a qui nous ont dit on va avoir une ubérisation de la société. Je pense par exemple que dans la région nantaise, je parle de ce que je connais, je crois qu'il y a 250 emplois de ce type-là. Ça fait pression sur plein de choses, etc. Mais il y a déjà des luttes dans ces secteurs-là, en France, en Angleterre, on a fait un des articles dans Démocratie Socialiste aux États-Unis pour réintégrer ces salariés qui ne sont pas salariés comme salariés. Donc voilà, tout est une question aussi de rapport de force. Il n'y a aucun truc inéluctable en matière de transformation de l'appareil productif. Tout est une question de lutte de classe. Mais il pourrait y avoir différence entre nous si, par exemple, on se disait, alors qu'il y a une offensive de Macron contre la protection sociale, qui aujourd'hui est basée sur des cotisations, assise quand même sur la richesse produite par le travail, est-ce qu'on abandonne ça parce qu'on pense que dans 15 ans, il y aura beaucoup moins de salariés, on passe à autre chose? Je crois pas, non, mais... Donc voilà, si aujourd'hui on est d'accord pour défendre, eh bien c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de poursuivre des débats tout en étant capable d'agir ensemble dès maintenant. Et tout à l'heure, on a eu un débat sur fédération de la gauche, sur coalition de la gauche, sur cadre de débat et d'action et d'initiative, etc. Moi, j'ai écouté l'interview de Benoît Hamon à Mediapart. Il a expliqué, Génération n'a pas vocation à être tout seul autour de la table. Il dit, pour construire la maison commune, eh ben, il faudrait être plusieurs à s'asseoir autour de la table. Moi, c'est une formulation qui me va bien. Voilà. Donc, est-ce que les uns et les autres, avec les responsabilités qui sont les nôtres, est-ce qu'on est capable, on dit qu'il faudrait qu'en avril-mai, il y ait une initiative co-construite de toutes les sensibilités qui ont envie de faire quelque chose ensemble pour construire cette maison commune. Chiche, est-ce qu'on le fait? Je crois qu'il faut, au-delà, on va continuer des débats de ce type-là. C'est inéluctable. Il y en a eu à la fête de l'humain, l'initiative d'ensemble, il y en aura d'autres. Mais il faut aussi qu'on construise, qu'on commence à construire cette maison commune. Et toutes celles et tous ceux qui veulent y participer, je crois que c'est ça qui est la tâche de l'heure, de celle des semaines et des mois qui viennent. Bravo. Bonjour, Kissem, donc du 86 pour ceux qui ne m'ont pas vu ce matin. Je ne vais pas intervenir sur le fond, mais plutôt sur la communication, désolé. Puisque depuis ce matin je tweete un petit peu les interventions de chacun et puis donc quelques vidéos et j'ai Glou Pistol sur Twitter qui pose une question intéressante. Je suis désolée, j'ai promis de communiquer son tweet et qui me disait en message privé, c'est très bien, et puis en message public par contre cette fois, donc vous pourrez le voir, Glou Pistol qui nous dit mais alors pourquoi, cette initiative est très bien, mais pourquoi dès maintenant vous ne commencez pas par diffuser ces événements et surtout vos réflexions comme de la démocratie liquide, et j'ai trouvé l'expression très bonne. Et sur ce... Non, mais démocratie liquide au sens où on a un vrai problème, comme le disait David ce matin, une vraie réflexion à faire sur l'éducation populaire qu'il faut reprendre. Alors, je voulais à ce titre citer un média que certains connaissent, qui se veut indépendant, bien qu'il ait été lancé par des proches de France Insoumise, mais qui se veut indépendant, j'insiste. C'est un média francophone qui s'appelle Le Média. Qui a quand même eu de très bons débats sur Internet, qui défend des idées de gauche, qui reprend des thématiques qui nous rassemblent ici, et surtout, là où c'est intéressant, qui se veut justement en opposition, si je ne suis pas trop forte sur le terme, mais en opposition avec les médias actuels, et qui a un financement bénévole citoyen. Et à titre d'idée, pour ceux qui ne connaissent pas, leur première vidéo a quand même eu, pour une première, puisqu'ils sont lancés officiellement depuis le 15 janvier, leur première vidéo a quand même eu une audience de 90 000 vues, c'est pas mal. Donc à voir si vous pouvez les inviter éventuellement sur cette vidéo, je sais pas. Non mais ils se veulent indépendants, justement. Donc à voir, à creuser ça ou d'autres médias, mais je pense qu'il ne faut pas rester en vase clos, en tout cas dès le départ, je pense qu'il faut lancer les débats sur Internet tout de suite, puisque visiblement ça intéresse. Alors, Alexandrine Ménaud du Vaucluse. Je veux revenir un petit peu sur tout ce qui a été dit depuis ce matin, qui, pas me choque, mais qui me dérange.
Je suis membre du Parti Socialiste, syndicaliste, candidate en 2004 aux Européennes avec Michel Rocard, et supposée candidate pour la 4e circonscription pour la députation sur là où il y avait M. Bompard et Marion Maréchal Le Pen, pour vous situer un petit peu où est le Vaucluse. Finalement, je n'ai pas été candidate, pas parce que j'ai pas voulu, mais parce qu'au niveau local, on essayait de faire de l'unité une priorité. C'est-à-dire que j'étais censée être candidate avec un membre d'Europe Écologie Les Verts, voilà, avec Serge Marollo, voilà. Donc monsieur est là pour confirmer. On avait essayé de mettre en place un système où sur chaque circonscription, il y avait un binôme, soit France Insoumise communiste, soit PS Écologie Les Verts, soit etc., etc., et en n'ayant qu'un seul binôme candidat par circonscription. Et on a travaillé pendant des heures, des jours, des semaines, et à une journée de déposer les candidatures, cela n'a pas pu se faire parce que les instances ne l'ont pas souhaité. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on revienne au travail de terrain, de fond, local, et se détacher un peu de nos instances, parce qu'en se détachant des instances, on arrive à construire des choses, et quand on fait remonter, en fait, tout se casse. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire, et arrêtez de dire que l'on ne fait pas de politique, parce que toutes les personnes qui sont là font de la politique, et soyez fiers de faire de la politique. Donc je voulais intervenir en réaction je voulais intervenir en réaction au propos introductif de Pascal Cherki, que j'ai beaucoup apprécié, parce qu'il posait des débats qui sont, à mon avis, passionnants et fondamentaux, au sens de apporter des réponses à ces questions-là est incontournable pour se réorienter dans la période qui vient. Mais du coup, c'était une réaction à 2 points en particulier. Le premier, c'était la question de la social-démocratie. Parce que tu as dit, je ne me rappelle plus la formule exacte, mais c'était quelque chose du genre, la social-démocratie, enfin le cycle historique, ou le cycle de l'élan, le cycle historique de la social-démocratie est clos avec la crise de 2000. Voilà. Ce qui revient plus ou moins à la même chose. Mais enfin, l'idée y est, mais c'est une affirmation radicale. Et il faut voir ce qu'il y a derrière en termes de conséquences. Ça veut dire qu'un cycle qui a commencé il y a 130 ans touche à sa fin. Et ça veut dire qu'il faut repartir de 0, ou peut-être de 2 ou de 3, mais en tout cas, il faut repartir des fondamentaux. Et il faut reconfigurer un ensemble de rapports et de types d'organisations qui ont fait l'histoire du mouvement social, du mouvement socialiste depuis 130 ans. Et si on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire pour l'organisation que vous essayez de construire et pour le type d'organisation que vous proposez de construire pour les années à venir? Et en lien avec ça, comment vous expliquez du coup les seules expériences positives pour la gauche à l'échelle européenne de ces dernières années, qui sont toutes, si on les énumère, c'est clairement le Labour de Corbyn, le Parti socialiste portugais, et même le résultat du SPD en 2013, dans lequel il réussit une remontée de 20 à 25%, réussite relative, mais en tout cas une réussite par rapport à la tendance de long terme de déclin du SPD qui commence avec les années Schröder. Mais on peut y rajouter Sanders, qui est un sénateur certes indépendant, mais qui se présente dans les primaires du Parti démocrate. Dans tous ces cas de figure-là, on a des formules parfaitement traditionnelles. Au Portugal, c'est l'Union de la gauche. Le Parti socialiste a remporté les dernières municipales, avec des formules parfaitement traditionnelles. Le Labour de Corbyn, il n'y a pas de nouveauté radicale dans le discours ou quoi. Enfin, il veut rationaliser le rail, il veut créer un service national de l'éducation sur le modèle du NHS. Il est député depuis 1983 dans le sillon de Tony Benn. Enfin, on est dans la social-démocratie traditionnelle. Et Sanders, je l'ai dit tout à l'heure, les primaires du Parti démocrate. Comment vous réconciliez votre analyse avec ces phénomènes-là?
Et le fait que les seuls pays où on a eu des formes radicalement nouvelles d'organisation, Podemos, la France Insoumise, ça a été des échecs dans les deux cas. Et le fond de l'affaire, c'est de dire, c'est de voir que ces deux expériences-là sont des échecs. Podemos aujourd'hui, il est à 12-13% dans les sondages, après avoir fait une alliance avec Izquierda Unida, et la France Insoumise, le fond de l'affaire est là. Le deuxième point, mais je ne sais pas si j'ai le temps. Le deuxième point, c'est que je sais qu'il y a un débat sur la stagnation, l'évolution du salariat dans les pays avancés, mais j'ai été assez surpris d'entendre étendre cette analyse à la Chine et par extrapolation aux pays, aux nouvelles sphères d'accumulation du capital. Mais je sens que je vais me faire taper sur le doigt, donc je m'arrête là. Simplement pour dire que les chiffres contredisent parfaitement l'image que tu avais présentée. Et comme je n'ai pas le temps de les donner, c'est un argument d'autorité. Oui, mais il a compris. Non, mais très rapidement, moi j'apprécie déjà la gageure qu'on soit tous réunis dans cette salle aujourd'hui. On est de toutes les composantes de la gauche, ça fait plaisir. On voit déjà émerger des divergences. C'est pour ça que je voulais m'adresser à toi, Pascal, quand tu parles de la productivité qui vient détruire du travail. Et tu as parfaitement raison. Hein, on voit bien que dans le cadre de l'économie capitaliste, de l'emploi capitaliste, le capitalisme use de la productivité pour évidemment diminuer la masse salariale, mais dans le cadre de l'économie capitaliste, parce qu'à côté de l'activité, il y a des milliers de gens qui, dans l'associatif, dans la transition écologique, dans l'autoproduction, etc., qui ne sont pas reconnus comme travail, parce qu'ils ne valorisent pas un capital. Donc le grand enjeu de la gauche, et merci d'être resté, Pascal, encore 2 minutes, c'est évidemment de sortir le salariat de sa domination du capital. Et l'enjeu de la gauche, c'est bien ça. Alors évidemment, en défendant ses positions au sein même de son exploitation, hein, Marx disait cette très belle phrase que j'aime bien répéter, c'est « un pas en avant vaut mieux que tous les programmes ». Voilà. Donc évidemment, il faut se battre pied à pied pour défendre ses positions. Ça, on va dire, c'est la position défensive. C'est celle que la gauche a essayé d'occuper depuis des décennies, avec plus ou moins de succès, voilà, avec des avancées et des reculs. Et malheureusement, beaucoup de reculs aujourd'hui, parce qu'on voit bien que le rapport de force, il nous est devenu complètement défavorable avec l'arrivée de Macron et le montée du nationalisme un peu partout en Europe. Donc il faut reprendre le flambeau d'un projet offensif. C'est-à-dire quelque chose qui donne envie. Certains parlaient d'un futur désirable, hein, d'accord. D'autres de réenchanter la politique. Enfin, en tout cas, de quelque chose qui donne envie d'avoir aux jeunes, plutôt que se tourner vers le nationalisme ou le djihadisme comme posture radicale anticapitaliste, qui soit un projet progressiste, un projet de transformation sociale. Et c'est cette lecture-là qui a été perdue et où encore la gauche est animé de divergences. Et il ne faut pas les nier, tu le disais à très juste titre, il faut noter nos points de convergence et noter nos points de divergence. Et sinon, sans les passer sous la table. Et c'est ce cadre-là qui nous est absolument nécessaire. Hein, dire que cette réunion, elle ne doit pas s'arrêter aujourd'hui, bien entendu, et tout en ne négligeant pas les rapports de force. Là où je rejoins complètement Gérard, c'est que voilà, ce rapport de force, il ne peut se faire que dans l'unité. Voilà, bon, c'était ça. Surtout que Pascal, il n'a que 3 minutes, donc il va être obligé de choisir, il ne pourra pas répondre à tout. Donc voilà. Tu choisis. Non mais oui, je te dirai, Gérard, puisque tu m'as promis que tu m'enverrais ta réponse. 3 points très rapides. Premièrement, la première, je dirais, forme d'unité, c'est l'unité dans la résistance à la politique du gouvernement. Nous, c'est la raison pour laquelle, malgré le fait qu'on ait été agonie d'injures par Mélenchon pendant toute la campagne électorale, qui a eu des mots très méprisants à notre égard, nous faisons porter la responsabilité de la défaite, ce qui n'est pas le cas. Mais bon, voilà. Nous avons décidé d'aller à la manifestation qu'il a organisée, la France Insoumise. Bon, dont des conditions d'organisation étaient pour le moins pas très unitaires, parce que ça me rappelait la CGT Holstein, voire les Lamberto, c'est-à-dire l'unité réalisée autour d'une orga, son drapeau, ses mots d'ordre, son heure, son parcours, et puis si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas unitaire. Bon. Et on a décidé de faire ça parce qu'on avait déterminé, nous, une position politique qui était la suivante. On ira donc, on n'est pas suffisamment fort pour imposer à tout le monde d'être raisonnable et d'être unitaire, mais on ira partout pour dire à tout le monde de converger ensemble. Donc on a appelé à toutes les manifs des syndicats, on est allé à la fête de l'UMA
Bon, il serait déjà allé, mais en plus, qui voulait être une fête anti-ordonnance Macron. Et on est allé à la manifestation de Mélenchon. Et quand il est allé, on a assumé, voilà. Bon, assumé de dire on y va, etc. et tout. Parce que c'est une bataille unitaire qu'il faut qu'on mène ensemble. Et donc, dans toutes les mobilisations qu'on aura et qui aura contre la politique de Macron, notre ligne sera tous ensemble. Pas de préalable dans la résistance. Bon. Parce que c'est d'abord la première chose qu'il faut faire. Deuxièmement, après, il y a des débats. Bon. Alors, moi je le dis, actons nos convergences. Voyons quelles sont pour l'instant, ce qui peut apparaître comme une divergence, et actons surtout une méthode pour essayer de la surmonter et de la dépasser. C'est ça, je veux dire. Moi, je respecte des points de vue qui ne sont pas les miens. Bon. Mais je dis, moi, vous ne m'empêcherez pas, et vous ne nous empêcherez pas, à Génération, de définir une orientation politique. Et moi, je vous demande de réfléchir à ça. Aujourd'hui, il n'y a plus d'hégémonie d'un parti. Quand il y avait un parti hégémonique, qui était le PS. Bon, c'est lui qui devait produire la synthèse de la gauche. Bon, c'était la ligne du PS qui devait être centrale à gauche. Et donc, pour que ça marche, il fallait qu'il y ait pluralisme, il fallait qu'il y ait ça, etc., et qu'il y ait des compromis. Et une gauche forte du PS, par son poids, qu'elle soit dans la direction ou qu'elle soit dans la minorité, par son poids même, empêchait trop de dérives du parti, sinon il y avait scission. Et scission du PS voulait dire scission de la gauche. Là, la scission, elle a eu lieu par le vote des électeurs. Ils ont dit, t'es plus central, t'es à droite. T'es à droite de la gauche. À droite de la gauche. Donc, il n'y a pas de force hégémonique aujourd'hui. La France insoumise aurait pu l'être. Moi, je vais vous faire même une confidence, ça nous aurait facilité le travail. Mélenchon aurait voulu assumer ses responsabilités, dire « Le peuple m'a mis devant, je suis à 19, maintenant ma responsabilité c'est de rassembler la gauche. » Donc, quand je veux rassembler la gauche, j'essaye de voir comment je peux faire converger des sensibilités diverses, des gens qui ne sont pas toujours d'accord avec moi, mais c'est ça le leadership positif. L'hégémonie n'est pas forcément une mauvaise chose quand elle est tournée vers la volonté du rassemblement. Or, il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Et là, je ne mets pas les tempéraments, je ne psychologise pas les rapports politiques. Parce qu'il considère, et moi je pense qu'il a en partie raison et en partie tort, là où il a en partie raison, c'est qu'il considère que la gauche est trop faible, numériquement. Donc, il veut aller chercher des nouveaux électeurs. Et donc, sa stratégie, c'est d'aller récupérer des abstentionnistes, voire même piquer des électeurs au FN, en disant voilà, je veux réinternaliser la colère populaire, et donc je passe que par le clivage peuple-élite. Et là où il a raison en partie, c'est que c'est une dimension du clivage qu'il faut qu'on prenne en considération, la colère populaire. Parce que sinon on n'est pas capable de lui donner un débouché positif, elle cherchera d'autres formes de débouchés. Mais il faut définir un espace de différenciation. Gauche, droite. Et l'erreur pour moi de Mélenchon, c'est de refuser le clivage de gauche-droite. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses. Aujourd'hui, les mots ont perdu un peu une partie de leur signification, mais c'est à notre responsabilité de leur donner du contenu. Et quand je mets gauche, je mets les écolos dedans. Donc, c'est parce qu'il refuse ce clivage-là qu'il va lui-même risquer d'être entraîné plus loin que ce qu'il aurait voulu au départ par rapport à la question du clivage peuple-élite. Bon, et donc, comme il n'y a pas de formation hégémonique, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se lève les uns les autres en disant « c'est moi qui suis hégémonique » ? C'est pas le choix qu'on a fait à Génération. Et Eric a eu raison de le rappeler. Mais on considère, c'est ce que j'appelle l'hégémonie de projet, qu'il faut faire reconverger les courants de gauche vers un projet commun qui puisse avoir une prétention hégémonique sur le reste de la société. Donc pour ça, il faut qu'on se définisse. Voilà. Parce que de toute manière, les débats, si on ne les a pas, si les uns les autres, on ne définit pas de quel point de vue on part, on n'arrivera pas à converger. Et ce sont des débats qui vont être importants devant nous. Et il faut qu'on les ait sans caricature. Sans caricature. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a besoin de rediscuter ensemble de ce qu'on nomme la question du salariat haute. On est d'accord. Moi, je ne parle pas de la... Je ne dis pas que le salariat est faible potentiellement. Je dis que l'économie capitaliste est en crise. Et ce sera mon dernier point. Elle est en crise d'une manière différente de ce qu'elle a été précédemment. Parce qu'elle a un problème de réaliser la valorisation de la valeur. Voilà. Et que donc, et moi, c'est ça que je mets en débat. Et nous allons continuer Génération à le dire. Donc, on va scoltiner ce débat-là. Et c'est la raison pour laquelle elle a fait émerger la financiarisation. C'est parce qu'aujourd'hui, elle est dans une crise structurelle, voilà, une forme de but interne, et que donc la question qui est posée, c'est est-ce qu'on est capable de porter un projet alternatif global, voilà. Et nous pensons, et c'est aussi comme ça qu'on rejoint la question de la crise de la social-démocratie, c'est qu'aujourd'hui, la gauche n'a pas d'avenir, et c'est là où je dis qu'elle avait épuisé son rôle historique de la social-démocratie dans la recherche du compromis, voilà. Voilà, parce qu'il n'y a plus de grain à moudre de la même manière. Donc, qu'il y ait la nécessité à un moment donné de refaire un rapport de force. Mais la social-démocratie, au fond, elle bénéficiait
du potentiel de mobilisation et de crainte que représentait le communisme pour négocier des rapports de force avec la bourgeoisie, que la bourgeoisie, au moins dans les centres capitalistes, en Occident, acceptait de passer. C'est terminé cette affaire. Bon, donc, je ne dis pas qu'il n'y aura pas des nouveaux compromis à bâtir demain, mais il pourrait y avoir des nouveaux compromis que si la gauche revient au débat et au combat avec une alternative radicale. Radicale. Et nous, c'est le choix qu'on va faire à Génération, et je terminerai par là, c'est d'avoir une alternative radicale sur l'ensemble des questions. Voilà, l'ensemble des questions. Radicale, mais pas nationaliste, camarades, et on en discutera sur l'Europe. Voilà, et pas nationaliste. Bon, voilà. Donc voilà, c'est ça qu'on met en débat, et on aura grand plaisir à poursuivre ces échanges avec vous. Convergence dans les luttes contre Macron, réflexion collective commune sur comment on peut faire converger la gauche, malgré nos divergences, comment on peut les surmonter, mais en même temps, on assumera le débat d'orientation, parce qu'on pense, nous, et j'en terminerai par là, même si toutes les revendications qu'on a mises dans la présidentielle sont loin d'être abouties. Moi, je ne sais pas comment va s'organiser le revenu universel, et je ne défends pas, d'ailleurs Benoît lui-même en a conscience, que c'était un ballon d'essai dans la présidentielle. Mais par contre, la colonne vertébrale de la campagne présidentielle, nous allons l'approfondir et nous allons la développer, parce que nous pensons aujourd'hui que ce sont ça les axes de rupture pour la gauche de demain. Merci. Moi, je crois qu'il y a des choses simples. C'est-à-dire, on voit la nécessité de débattre de programmes et de discuter de ces questions-là. Mais si on en reste là, on peut discuter pendant des heures et des heures et des heures, et il n'en sortira rien, puisque chacun va rajouter un élément, plus un élément, et puis on va commencer à serrer les choses. Donc, aller dans la discussion, dans le respect de chacun, pour aller vers un programme, oui. En rester là et se dire que c'est un préalable, non. Parce qu'une crédibilité à la démarche d'unité dont on parle depuis ce matin ne peut être réelle que si on se retrouve sur un certain nombre de points très précis, et on en a un paquet sur lesquels on sait qu'on peut y aller tout de suite. Donc c'est ça qui doit aussi être intégré dans notre démarche même. C'est-à-dire que cette demande d'unité, cette volonté d'organisation doit se traduire par des actions concrètes ensemble pour qu'elle puisse être crédible plus généralement, et surtout qu'on ne commence pas, même si je comprends bien que des fois on a envie de dire ah oui mais pas avec cela, etc. parce qu'ils nous ont fait suer, etc. Ça ne sert à rien, sinon à fragiliser les batailles. Donc on mène des combats précis sur des actions précises, et on entraîne tous ceux qui viennent, quel que soit ce qu'ils ont fait avant, parce que autrement on ne donnera pas de la force au salariat, parce que l'important c'est de comprendre entre nous qu'il y a quand même des forces sociales qui s'opposent, et que c'est cette bataille-là qu'on est en train de construire pour que la vie change, et qu'elle change concrètement. Merci, je m'appelle Maryse et je suis du Val-de-Marne. Intervenir après Pascal, c'est un peu difficile, mais ce que je voulais vous dire, ça fait un petit moment que ça me chatouille, parce que personne ne l'a dit comme ça. Et je crois que nous devons effectivement être unis, tous unis, sur un objectif. Pour moi, j'ai un objectif très clair. Je ne veux plus de la politique de Macron, et encore moins de cet homme. Pourquoi ? C'est une chose très simple. Il est régressif dans son action. J'ai entendu parler de la Ve République. Regardez quand est-ce qu'elle a été fondée. En 1958. Et nous sommes en 2018. Cela veut dire que le fonctionnement qu'il fait a 60 ans en arrière. Et ça, il faut toujours l'avoir en tête. Pourquoi encore est-il régressif ? Regardez le voyage en Chine et la réaction des Chinois. Ils ont trouvé que le modèle familial de M. Macron était formidable, ce modèle social. Est-ce que c'est dans la norme ou est-ce que c'est régressif, et j'allais dire en termes presque psychanalytiques ?
Ça, c'est un deuxième point de régression. Le troisième point, et tout le monde n'est peut-être pas au courant, mais regardez ce qu'il nous prépare. Il nous a fait les lois sur le travail, mais ce qu'il nous prépare et qui est presque terminé, c'est aussi la disparition des départements. Et là aussi, c'est une régression. De quand datent-ils les départements de l'Île-de-France et autres? Là aussi, avant les années 60. Donc il revient, toute sa politique se retrouve à avoir 60 ou 50 ans en arrière. Or moi, ce qui m'a réjoui ce matin, c'est de voir justement tous les jeunes qu'il y avait ici. Nous devons être tous unis vers l'avenir, se projeter, et pas uniquement dans l'instant, pas uniquement dans toutes les magouilles qu'il y a pour que chacun ait des postes. C'est pas comme ça. Nous devons vraiment être tous unis avec un projet précis, mais effectivement en nous tournant vers l'avenir. Merci à vous. Oui, alors rapidement, sur l'unité et la démocratie, pourquoi on est les chantres de l'unité? C'est parce qu'on est convaincu que, de fait, le programme des mouvements unitaires, des mouvements sociaux ou des actions politiques unitaires, ce programme-là, il est en défense des intérêts de notre classe. Et les appareils bureaucratiques sont sous contrôle des citoyens quand l'unité est réalisée. Il suffit de regarder un peu derrière nous ce qu'ont été les grands mouvements de masse. Moi, je n'ai pas en tête une élection politique majeure, un événement politique majeur, quand il y a eu unité de la gauche, où le programme était contre l'intérêt des masses. Pareil dans le mouvement syndical. Bon, moi j'étais militant à la CGT, mais j'étais autrefois à la CFDT aussi, mais même les directions qui étaient les moins combatives dans le mouvement syndical, quand elles étaient dans le cadre unitaire, elles étaient aussi combatives que les autres. Et on pouvait être étonné aussi du sectarisme de certains dirigeants syndicaux radicaux qui pouvaient faire casser le mouvement. Donc en fait, quand il y a un mouvement unitaire, les appareils, les dirigeants, les élus sont sous contrôle. Et donc c'est ça qui fait que la question de l'unité est fondamentale. Ensuite, sur la question de la démocratie, quand on parle de coalition de toute la gauche ou de fédération unitaire, moi ça me plaît bien, tous les termes me plaisent bien, et puis on pourra faire le compromis sur le terme et les termes qui conviennent à tout le monde. Mais là encore, on ne conçoit pas cela comme un cartel bureaucratique, ça a été dit, mais c'est la crainte dans la tête de beaucoup. C'est que cette coalition-là sera assise sur des comités de citoyens. C'est ce qui manquait au Front de gauche, et c'est ce que, dans un certain sens, nous devrions faire. Et donc, ce sont les tâches immédiates, mais hélas, la volonté de démarche identitaire, on en parlait ce matin, c'est ce qui m'inquiète le plus, de courant politique, fait que on risque d'avoir des difficultés. Ceux-là auront aussi des difficultés politiques, parce qu'il y a deux échéances majeures. Les européennes, encore une fois, l'échec, le résultat catastrophique des européennes avec des listes nationales concurrentes à gauche, eh bien, ça pèsera dans un sens inverse pour les salariés, mais aussi pour ces directions-là. Et puis les municipales, là aussi, la concrétisation d'un débouché politique local, c'est l'unité. Et on sait très bien que l'aspiration unitaire, elle s'exprime pour des listes d'unité de la gauche, des coalitions, parce que justement les appareils sont plus faibles, les appareils politiques sont plus faibles dans ces cadres-là. Donc il faut s'engager dans ce sens-là et faire pression pour qu'on n'ait pas simplement des rencontres unitaires, polies, où on se rencontre à l'occasion de réunions à l'invitation des uns et des autres. Non, non, il faut vraiment un front permanent, une coalition qui préfigure une organisation unitaire et démocratique de toute la gauche. Ce micro était parfait, il se met à grésiller. Je voudrais revenir un petit peu sur, je crois que
sur l'Europe, par exemple. Bon, effectivement, on peut avoir à un moment donné ou à un autre avoir eu des divergences. La seule chose qui nous unit, c'est de dire on ne veut plus de cette Europe telle qu'elle se construit aujourd'hui. Je crois qu'il faut méfions-nous un petit peu de ce qu'on met sur la tête des gens, parce qu'à un moment ou à un autre, on a été soi-disant anti-européen, et ça, je suis bien placé pour le savoir, mais je crois que c'est faux. C'est pas être anti-européen de dire on ne veut pas de cette construction européenne. Ce qui est primordial aujourd'hui au niveau européen, je dirais, ce n'est même pas le problème de l'euro, c'est de la Banque centrale et des critères de convergence. Enfin, c'est ça le problème de fond. Bah, c'est pas que ça. Mais bon, je veux dire, je ne vais pas demander aux autres de venir sur mes positions, et moi, je veux bien faire un pas, mais bon, voilà, on a chacun notre histoire. Donc c'est vrai qu'effectivement, donc je viens sur le problème du comité ou de la coordination, ce qu'on veut. Je pense que la première des choses, et ça a été dit, mais je comprends, hein, nous on a vécu ça il y a 20 ans, quand on quitte quelque chose, on les aime pas. Hein. Bon, c'est pas la peine que je dise pas que c'est pas vrai. Nous, on a bouffé du Parti Socialiste pendant 10 ans. Hein. Bon. Donc, je comprends que quand on quitte quelqu'un, on les aime pas. Mais si on commence comme ça, on n'y arrivera pas. Ça veut dire que moi, écoutez, bon, je ne veux pas faire ancien combattant, mais à Épinay, il y avait un certain Max Lejeune. Hein. Entre Max Lejeune et moi, j'aime autant vous dire que c'était quand même pas les grands amours. Bon, je veux dire que c'était vraiment la droite de la droite du Parti Socialiste et moi la gauche de la gauche du Parti Socialiste. Bon, on a essayé de travailler ensemble, ça n'a pas été simple. Il est parti pas longtemps après. Mais si vous voulez, si on commence à dire, moi je ne veux pas travailler avec un tel. Alors oui, sur la gauche, quand même, je suis d'accord, moi je l'ai dit, la gauche libérale, pour moi, ce n'est pas la gauche. Il faut qu'on soit clair dans nos têtes. Ça veut dire qu'il y a une limite dans la gauche. Pour moi. Après, on peut ne pas être d'accord avec moi, mais moi, j'estime que pour certains qui sont encore aujourd'hui au Parti Socialiste ou qui sont en bordure, ne sont pas de gauche et qu'ils n'ont rien à faire avec nous. Voilà, je le dis en toute sympathie. D'ailleurs, ça peut être par ailleurs des bons copains que je connais depuis des années et des années. Alors bon, ça ne me gêne pas, mais c'est tout. Voilà, je suis très personne, mais j'en ai rencontré quelques-uns il n'y a pas très longtemps. Voilà, quoi. On a des détours. Donc je crois que ce qu'il faut... Alors, sur le problème de la régression, la copine, elle a dit le problème de la régression. Mais pourquoi les jeunes suivent Macron alors qu'il fait la politique de 1958 ? Excuse-moi, moi je peux le dire, 1958, je me rappelle encore, mais combien sommes-nous à nous rappeler de ce qui se passait en 1958 ? Donc je crois que là aussi, il faut que nous-mêmes, on fasse des efforts pour dire... Enfin, pour eux, c'est du petit nez. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est du domaine du rêve. Ils n'ont pas connu tout ça. Donc voilà, c'est tout. Bon, on a parlé de Guy Mollet. Enfin, même moi, j'étais jeune, quoi. Hein, donc, voilà, non, mais bon, il faut être sérieux. Donc je crois que si on commence à refaire nos schémas antérieurs, nos vieux schémas, on n'y arrivera pas. Alors c'est vrai qu'à mon âge, bon, j'ai pas beaucoup d'espoir de voir peut-être une issue, mais tout de même, je crois que si on part au départ, on n'essaye pas de construire quelque chose de nouveau, sur des bases nouvelles, sans se bouffer le nez en disant « Oui, mais toi, tu dis ça. Oui, toi, tu dis ça. Moi, toi, tu es un nationaliste. Oui, je vais venir. » Je crois qu'on n'y arrivera pas. Donc l'essentiel, c'est effectivement de mettre en place quelque chose une coordination, j'ai dit, mais bon, moi, je ne suis pas non plus attaché à des principes, mais quelque chose qu'on peut travailler ensemble pour voir jusqu'où on peut aller sur des points précis. Point. C'est tout. C'est aussi ça. Merci. Bon, problème. On l'a fait dans l'ordre inverse apparemment. Mais c'est bien, ouais. Ça donne une... Je crois que, en fait, ce qu'on s'est dit, la solution des problèmes qu'on rencontre, elle se matérialise en fait à travers une formule simple, hein, démocratie et socialisme. En vérité, ce n'est que par là que ça passe.
C'est-à-dire que le socialisme, c'est notre base idéologique commune. Alors évidemment, en fonction de nos différents courants, de nos différentes tendances, on a une façon de l'appliquer un peu différente, peut-être des idées qui varient, mais il y a un socle commun qui est extrêmement fort. Après, la façon de valoriser ce socle commun, de le porter, que ce soit dans le cadre des différentes campagnes, des différentes luttes, à mon sens, elles ne peuvent se porter que démocratiquement et qu'en consultant la base. Ça, c'est le gros problème, parce que, bon, enfin, Pascal Cherki, je l'aime bien, mais il nous racontait un petit conte de fées, quand même. On avait l'impression qu'il y avait le méchant Mélenchon qui tapait sur Hamon, et non, il y a eu une irresponsabilité des deux, à mon sens. Parce que quand on se retrouve dans un restaurant pour valider un désaccord, et qu'au final, on le soumet à tout le monde sans chercher à en parler, ben, je pense que c'est bien une façon de montrer qu'ils n'ont pas encore la 6ème République dans le sang, malheureusement. C'est des réflexes de la 5e, hein. C'est entre hommes providentiels, on s'arrange, et puis voilà. Et puis les autres suivront. Moi, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup choqué, parce que juste après la victoire de Benoît Hamon, nous étions retrouvés, justement, avec tous les camarades de Gérard Filoche, pour dire qu'il y avait les moyens de créer une plateforme commune et qu'il y avait les moyens d'avoir une candidature commune sur la base de cette plateforme. Clairement. Et moi-même, je le dis, alors que j'étais engagé chez les Insoumis à ce moment-là, j'ai voté Hamon aux 2 tours. Et pourtant, c'était pas aussi simple que ça. Aux 2 tours de l'élection des primaires. Hein. Je rassure. Attention. Non, mais que ça soit compris. Mais pourquoi je l'ai fait ? Parce que justement, le but, c'était de créer les conditions pour qu'il puisse y avoir quelque chose de commun. Évidemment qu'avec Valls, Payon et compagnie, c'était impossible. Mais on avait 2 candidats avec lesquels on pouvait le faire. C'était Montebourg ou Hamon. Donc, dans les 2 cas, voilà, il y avait la possibilité d'y aller. Beaucoup ont fait ce choix-là, y compris chez les Insoumis. Et après, en effet, on a bien vu ce qui s'est passé. Alors, ils se sont dit pacte de non-agression, mais ils se sont quand même tapés dessus parce que, justement, c'est ça aussi hein, qui montre les faiblesses de la gauche lorsqu'elle n'est pas unie. C'est qu'au final, la gauche se tape dessus. C'est clair, mais quand elle part désunie, au final, c'est ce qui arrive, parce qu'il faut qu'il y ait une tendance qui prenne le dessus sur l'autre. Et bon, le problème, il est là. Et puis, c'est bien, parce que j'aime bien, moi, les voir parler de l'unité, parce que l'unité, à chaque fois, ils la voient comme un processus handicapant. On va perdre des électeurs. Mais qui leur dit qu'on n'en gagne pas. Il y a quand même beaucoup de gens qui, fatigués par les divisions de la gauche, se sont réfugiés dans l'abstentionnisme. Il y aurait peut-être eu moyen de les faire bouger. Donc moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'en effet, ils ont regardé dans leur propre base ce qui pouvait partir, mais moi, j'ai tendance à dire que, bon, 2 arbres qui tombent, ça fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Donc le problème, à mon sens, il est là, c'est qu'il faut avoir des processus de réflexion globale et pas s'attacher uniquement à regarder dans son giron ce qui peut se passer. C'est ça qui est nécessaire, c'est de remettre l'idéal démocratique au centre de notre socialisme. Oui, pour être assez bref, je suis assez d'accord avec l'intervenant précédent. En tout cas, merci. Moi qui ne suis pas si jeune que ça, merci de me rajeunir en parlant de la Constitution de 58, puisque j'étais moi-même pas né en 58. Mais c'est vrai, là, on retombe sur effectivement le problème de la démocratie. La deuxième chose que je pourrais dire, c'est sur dans ce que vous disiez par rapport à Guy Mollet, etc., on n'ignore pas l'histoire. Là, je le dis à titre personnel, dans Emmanuel Valls, il y avait beaucoup de Guy Mollet.
Donc, mais à un moment donné, moi je n'ai pas de problème psychanalytique avec le Parti Socialiste, hein, je n'y ai jamais adhéré, mais je regrette qu'à ce moment-là, qu'il n'y ait pas eu plus de voix à l'intérieur du Parti Socialiste pour le dire. C'est pas grave, on n'est pas l'œil dans le rétroviseur et on regarde vers l'avenir. Donc je crois que ce dont on a besoin dans l'avenir, ça a été dit par Pascal Cherki, c'est effectivement une résistance dans l'unité politique de Macron, mais au risque de nous fâcher, faisons l'état de nos convergences et de nos divergences, mais la politique de Macron, en fait, a été préparée quand même par le renoncement de Hollande. Si on enlève le côté jupitérien, etc., les politiques libérales, quand même, elles ont largement été anticipées par les renoncements de Hollande. Une fois qu'on a dit ça, l'avenir, c'est effectivement construire la résistance, et puis aussi de faire front commun, mais ne pas faire semblant qu'on est tous d'accord. Je donne un exemple très concret. Hamon, par exemple. Il a gagné les primaires, il a eu un discours à la sortie des primaires dans lequel, moi, en tant qu'autogestionnaire, je me retrouvais complètement. Sauf que son discours au second tour des primaires, auquel je n'ai pas voté, c'était de dire « je vais rassembler la gauche », et très rapidement, il a dit « je vais rassembler le Parti Socialiste ». C'est ça la fin de la crédibilité du projet. Par ailleurs, moi, je ne suis pas social-démocrate, mais je n'ai aucune, en tant que militant autogestionnaire, OGVR, tout ce qu'on veut, etc., je n'ai aucun problème, si on a une plateforme commune, de faire une alliance avec des sociodémocrates, même si on n'est pas dans la même organisation. C'est peut-être ça la limite, et je le dis à titre personnel, de France Insoumise, qui dit que tout est fini, le moule commun, c'est France Insoumise. Donc, pour la proposition d'ensemble, hein, je le redis rapidement, c'est donc que la démarche doit être effectivement de lancer des... Moi, j'aime pas du tout le terme était prononcé de... c'était quoi le terme que tu disais? Plateforme, une coordination. Excuse-moi, c'est le vieux monde. Je pense qu'on peut l'appeler comme on veut, mais l'important, c'est de dire que ça sera aussi avec les citoyens. Je n'aime pas le terme non encarté. On peut dire n'ayant pas d'appartenance politique. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas d'appartenance politique qu'on ne fait rien. On peut être dans le monde associatif, on est citoyen, etc. Et pour conclure, moi j'ai une leçon que je n'ai pas peut-être complètement tirée à titre personnel du référendum de 2005. C'est complètement dans notre débat. On a fait une alliance très très large contre le traité constitutionnel européen. On a remporté une très grande victoire. Rappelez-vous ce qui s'est passé au soir de la victoire. On n'avait pas pensé à l'alternative et plus rien ne s'est fait. C'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est sur une alternative, même si on n'est pas d'accord sur tout, et offrir ce qu'on appelle, j'aime pas non plus le terme, c'est une sorte de récit politique pour l'émancipation, pour la planète, etc. Mais tant qu'on n'a pas une alternative, en donnant une réenchantée ou un imaginaire dans la gauche de gauche, la gauche comme vous l'appelez, on n'y arrivera pas. Donc, place à l'imagination et au projet. Je disais d'ailleurs en introduction, ça ne me gêne pas qu'on me présente Front de Gauche, parce que pourquoi j'ai rejoint le Front de Gauche, moi? Justement parce que c'était une démarche de rassemblement. Et je n'ai jamais voulu d'autres étiquettes que celle-là, y compris par engagement vis-à-vis de mes électeurs. Et que je précise d'ailleurs aux camarades qui disaient que, je ne sais plus lequel c'était, qu'il n'y avait pas eu de comités locaux du Front de Gauche, c'est faux. Il y a eu des comités locaux du Front de Gauche qui ont très bien marché, qui ont largement rassemblé. Beaucoup de démarches aujourd'hui sont issues de ces comités du Front de Gauche. Simplement, les appareils du PC et du PG à l'époque à égalité, et je fais de procès à personne, n'en ont pas voulu et n'ont jamais voulu de cette démarche ascendante à l'intérieur du Front de Gauche. Et je pense que ça, c'était une des principales erreurs du Front de Gauche.
C'est de ne pas avoir voulu comprendre que la politique devait se faire autrement et que ça, c'était, comme disent les Anglais, on n'était plus à l'époque du top-down, mais qu'au contraire, il fallait faire remonter. Deuxième chose, je redis pour moi les élections, l'enjeu des élections européennes est quelque chose de très important, à condition qu'on ne se fasse pas de faux procès. Et à condition qu'on commence à définir les mots. Parce que la question, c'est pas de savoir s'il y a des européistes et des anti-européens. Parce que ça arrange la droite, et notamment la droite macroniste. Parce que eux, ils sont européens, ils sont les bons. Et ils opposent les deux extrêmes, comme ils disent, qui sont tous des anti-européens. Alors non, on a le droit de critiquer les institutions européennes actuelles. Et il faut les critiquer. Et y compris voir comment elles fonctionnent réellement. Parce que le glyphosate, pourquoi je riais, si l'interdiction du glyphosate n'a pas été gagnée, c'est parce que la France et l'Allemagne en Conseil ont soutenu la position de l'autorisation du glyphosate. De plus en plus, les décisions sont prises en intergouvernemental. Le Parlement européen ne pèse pas, alors que théoriquement il a plus de pouvoir avec le traité de Lisbonne. Mais il ne pèse pas parce que le Conseil est dans un rapport de force à l'intérieur des institutions européennes, qui est un rapport de force dément. Et c'est vachement facile pour eux. C'est pas eux qui prennent les décisions. C'est l'Europe, c'est Bruxelles, c'est les autres, les technocrates. Alors que les décisions, ce sont nos gouvernements qui majoritairement se défaussent d'un certain nombre de politiques au niveau européen. Si on ne dénonce pas cet état de fait, on ne pourra pas avancer sur un programme alternatif par rapport aux questions européennes. Moi, j'ai envie qu'on pose les vraies questions sur la question européenne. Qu'est-ce qui doit et peut être géré au niveau européen ? On peut avoir des désaccords. Moi, je suis pour qu'il y ait moins de pouvoir en matière économique. Mais il y a des sujets, notamment en matière écologique, pour lesquels il devrait y avoir plus de pouvoir, parce qu'on peut gagner des batailles à ce niveau-là qu'on n'arrive pas à gagner au niveau national. Donc clarifions les responsabilités des uns et des autres, menons le débat. Et l'occasion du débat européen, c'est pas parce que je suis députée européenne, c'est parce que je trouve une expérience qui est intéressante de ce point de vue depuis 2009, permet de faire tomber des barrières et de savoir où sont les alliés. On a des alliés dans les autres pays européens. Et moi, je ne ferai pas la vision... excuse-moi, j'ai perdu ton nom. Christakis, c'est ça ? Je ne ferai pas le procès de la même façon que toi par rapport aux expériences, pas expériences. Podemos, la France Insoumise, Syriza, tout ça, je ne sais pas comment ça va évoluer. Les temps d'expérience sont trop courts. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est le Portugal. Pourquoi le Portugal m'intéresse ? Parce qu'y compris par rapport à ce que tu dénonçais par rapport à la BCE, ils arrivent à passer outre. Et on n'en parle pas. Alors qu'il faudrait en parler. C'est un petit pays en plus. On dit la Grèce a échoué parce que c'était un petit pays. Le Portugal, c'est un petit pays. Et il avance. Alors c'est pas le monde idéal que nous voudrions, mais dans le carcan européen tel qu'il existe aujourd'hui, ils arrivent à faire des choses. Comme quoi, quand on a de la volonté politique, on arrive à faire un certain nombre de choses. Et je crois que ça, c'est essentiel. Et quand on a de la volonté politique pour travailler ensemble, eh ben on commence par voir ce qui nous est commun. On ne s'engueule pas sur des querelles de mots pour savoir qu'est-ce que ça veut dire être socialiste, qu'est-ce que ça veut dire être écologiste, qu'est-ce que c'est que le travail, qu'est-ce que c'est que l'emploi, qu'est-ce que c'est que l'Europe, machin, etc. On regarde qu'est-ce qu'on veut ensemble, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Et c'est ça qui est essentiel, c'est comme ça qu'on peut avancer. Moi, j'ai l'expérience de vivre au sein de la gauche unitaire européenne. Je peux vous dire que c'est pas tous les jours facile. On est 52, on n'est pas très nombreux, mais alors on a, par rapport aux questions européennes, on a tout l'éventail politique. Des anti-européens primaires jusqu'aux plus... pas BA, mais aux alter-européens les plus convaincus, qui ont tendance à faire des concessions, y compris à la majorité actuelle, parce que les anti-européens, autrement, vont gagner. Donc je peux vous dire que c'est une bonne école de formation. On apprend tous les jours et c'est pas toujours facile. Mais on doit savoir dépasser ces... on s'engueule des fois. Et au résultat, sur les votes, on est à 80% dans 80% des cas d'accord. Les autres qui prétendent qu'ils n'ont pas de désaccord, ils sont à 90%. Donc vraiment, quand on veut travailler,
Voilà, on est d'accord sur l'essentiel. Et quoi l'essentiel, c'est que, je crois que c'est toi qui le disais, on ne veut pas de cette Europe-là. Cette Europe-là, non. Mais c'est pas seulement la question des traités, c'est aussi la question de la gouvernance, comme ils disent, la question de la démocratie, la question de la façon dont ils sont en train de mettre au niveau européen les politiques anti-migratoires. Et je ne sais plus qui disait aussi, Macron et Orban, c'est pareil. Eh ben, je suis tout à fait d'accord là-dessus. C'est pas le même visage, hein. Il a un joli visage de gendre idéal, hein, ou de je sais pas quoi, on peut l'appeler comme on veut, hein, de jeune premier, de tout ce qu'on veut. Mais dans la pratique, je dis même, il est pire que Sarkozy. Parce que Sarkozy, il est très très raide, mais de temps en temps, pour avoir de bonnes surprises. Macron, c'est le contraire. Il a un discours, il nous fait pleurer dans les chaumières, etc. Et demander aux migrants qui sont à Calais ou qui sont à la frontière italienne ou dans les Hautes-Alpes, quelle politique mène Macron, quelle politique mène Collomb par rapport au précédent. C'est pire. C'est pire. Et cette question-là, pour moi, est une question fondamentale. Et il ne faut pas opposer, et je terminerai par là, les luttes les unes aux autres. Éco-socialiste, ça ne veut pas dire je mets en avant la question sociale par rapport à la question écologiste. Ça veut dire je mène les deux batailles ensemble. Et je vois comment on peut mener les deux batailles ensemble pour que ça ne nuise pas. Et la question migratoire, elle est pareille. La question migratoire, c'est comment on fait pour que les migrants en situation irrégulière, peu importe qu'ils aient droit au statut de réfugié ou pas de réfugié, quand ils sont en situation irrégulière, ils sont fragiles, ils sont vulnérables et ils doivent avoir des droits. Et on doit les respecter en tant qu'êtres humains et ne pas les opposer aux nationaux. Sinon, on fait comme le Front National, il y a les bons SDF et les mauvais migrants. Donc il faut arrêter sur ces caricatures-là et toutes ces batailles-là. Si on veut gagner, si on veut rassembler la gauche, si on veut mobiliser les citoyens, il faut débattre avec eux. Hein, moi j'étais à Lyon jeudi soir avec nos camarades de l'Appel des 100 qui veulent rejoindre dans un nouveau cadre passerelle et continuer à mener le combat. Et il y avait des gens nouveaux qui étaient autour de la table et qui veulent se mobiliser sur ces questions-là. En partant, ça a été dit aussi, je crois que c'est toi Jean-Pierre qui l'a dit, des batailles locales. Des batailles locales. Et c'est comme ça, en donnant du sens politique à ces batailles locales, qu'on peut essayer de créer des dynamiques et de créer des convergences en arrêtant de se faire des petits procès les uns aux autres pour savoir quel est le plus à gauche, le moins à gauche, le machin. Si vous saviez ce que j'en ai marre, moi j'avais 2 ans en 58, alors vraiment ras-le-bol de toutes ces querelles d'appareils. Bon, moi c'est bien, je suis totalement d'accord avec Marie-Christine. Reconstruire la gauche, c'est sur des questions de fond. Ce n'est pas en commençant par des délimitations d'hommes, de groupes ou d'étiquettes. Voilà, on cherche, on ne fait pas d'exclusive, on cherche à rassembler. Je l'ai dit tout à l'heure, l'appartenance à la gauche est déclarative, l'appartenance à l'écologie aussi. Il n'y a pas de tribunal pour juger qui est à gauche ou pas à gauche. Il n'y a pas de tribunal pour juger qui est écologique ou pas écologiste. Il n'y a pas de brevet. Il n'y a pas un petit groupe qui va décerner un brevet sur un sujet ou sur une autre. On est tous ensemble. Les uns se disent de gauche, écologistes, féministes, pacifistes, internationalistes. Nous les prenons, nous nous en réjouissons comme ça. Nous les réunissons et nous cherchons ce qui peut nous unir à partir du fait qu'on est autour de la table. Il faut-il encore être autour de la table? Alors après, quand on est autour de la table, on peut avoir des débats. Et on en a esquissé quelques-uns qu'on ne tranchera pas cet après-midi, ou avec Pascal, avec le camarade de Réseau Salariat sur le salariat. Moi, je suis pratiquement pour Bernard Friot depuis 40 ans. Alors, je l'avais même invité à venir parler à la gauche socialiste en 1996. Ça surprenait d'ailleurs Pascal Cherki. Pourquoi tu fais venir ce gars-là? Parce que ce gars-là, il a des idées assez essentielles sur l'évolution et la construction du salariat. Et je partage l'idée qu'il y a des institutions du salariat qui sont déjà des préfigurations de ce que serait une société socialiste future, dont la sécurité sociale, dont le droit du travail, dont les institutions représentatives du personnel, dont la place dans le process de production. Et j'appuie la plupart de mes réflexions, batailles depuis presque 40 ans, 50 ans, sur cette compréhension du salariat. Donc il y a eu tout à l'heure un peu des fausses polémiques, me semble-t-il, et il y a une fausse polémique aussi quand on me dit qu'il va y avoir une société post-salariale.
excusez-moi, je veux envoyer des trucs à Pascal Cherki. Je me suis fendu de 6 mois de travail sur un bouquin contre Macron qui est imprimé lundi. J'aurais voulu pouvoir vous le présenter aujourd'hui et qui sera en librairie le 7 février. Mais si vous étudiez sérieusement, il faut faire un effort pour étudier Macron. Mais si vous prenez au mot ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit, j'ai tout lu, tout disséqué. Lui, il défend, quand il fait un peu de théorie, une société post-salariale contre une société salariale. Et c'est ainsi qu'il défend Uber, Ryanair, une société sans statut, la casse du Code du travail, la casse du statut de la fonction publique. Et lui, c'est son projet de société. C'est qu'il n'y ait plus tous ces embarras de Code du travail, tous ces embarras de cotisation sociale, et que chacun soit baigne dans l'entreprise en libertarien. Et c'est un autre monde que celui dans lequel nous vivons, le projet de Macron. Et il fait des pas de géant dans ce sens-là de façon brutale. Et donc il y a une petite importance à bien comprendre ça, c'est que 90% des actifs de notre pays sont salariés, donc sont menacés par la politique de Macron. Et les jeunes sont des salariés en formation, les chômeurs sont des salariés temporairement privés d'emploi, et les retraités sont des salariés qui vivent au jour le jour grâce aux salariés. Et le salarié est d'autant plus numériquement fort et puissant qu'il est entièrement constitué dans le process de production en vendant sa force de travail et en recevant un salaire en retour. Et quand je dis 90% des actifs, tout le monde m'écoute souvent. Pourtant, ça fait 40 ans que je répète ça, j'ai l'impression de radoter. J'ai fait 3 bouquins là-dessus. C'est un truc, on passe dessus, puis on oublie. Mais c'est le point fondamental, commun, entre tous les gens de gauche. Il peut y avoir des salariés non écologistes, et il peut y avoir des salariés non de gauche, curés, cathos, tout ce que vous voulez, mais le point commun, ils ne le savent pas, c'est qu'ils sont salariés, exploités, qui vendent leur force de travail, et que c'est ça la base aujourd'hui dans le capitalisme. Quelqu'un qui va me dire que le salarié est menacé, mais c'est pas vrai. L'Organisation internationale du travail constate qu'il y a 1 milliard de salariés de plus dans les 30 dernières années. C'est l'économie informelle qui recule partout dans la planète. Les vendeurs de crêpes et les indépendants, les Deliveroo et les VTC, c'est l'archaïsme. La vague de fond en Inde, au Brésil, en Chine, c'est le salariat. C'est le développement et la puissance du salariat qui est l'avenir du socialisme sur la planète et de la révolution sociale. Si on se met à avoir un doute, qu'on dit c'est sur le même plan, on n'est pas sûr, le salariat va-t-il disparaître, on s'interroge, mais on a un doute sur les raisons pour lesquelles nous sommes là. C'est le Figaro qui tous les jours dit est-ce la fin du salariat, ou la Tribune, ou l'Opinion, parce que leur offensive est de faire régresser cette puissance du salariat. Et nous, notre force, c'est de nous appuyer sur cette puissance du salariat. On ne peut pas avoir d'hésitation ou penser que c'est une question secondaire. Moi, je suis un marxiste, quelque part, je me vante, parce que c'est une prétention de dire ça. Mais évidemment, c'est cette force sociale qui va l'emporter dans le monde entier. Contre tous les Deliveroo, Uber et privés et indépendants de la planète, qui sont condamnés, qui sont le reste du Moyen-Âge, du 19e siècle. Et la marche en avant, c'est le fait effectivement qu'on puisse avoir plus de cotisations sociales, qu'on puisse avoir de meilleurs salaires, et qu'on impose le partage des richesses, et qu'on fasse ça avec des protections en matière d'hygiène de santé, et qu'on diminue la durée du travail, et qu'on aille vers 28 et 24 heures. Bon, si on débat politiquement, je pense que démocratie et socialisme existent, depuis un paquet d'années quand même. On a fait 25 ans de revue tous les mois, pour développer des idées de fond. Et après, on a des idées qui accompagnent la totalité de la vie de la société socialiste de transformation pour laquelle nous sommes. Et comment elle sera évidemment écologiste, comment elle sera évidemment démocratique. Sans démocratie, il n'y a pas de socialisme, et sans socialisme, il n'y a pas de démocratie non plus. Donc ça, c'est un programme qu'on a développé. Et c'est sur le fond, nous, c'est nos idées. Alors maintenant, je vois bien que j'ai plus que 2 minutes aussi. Sur la méthode, la forme. Non, mais la forme. Comment dire il faut avoir du volontarisme pour se mettre autour de la table. Voilà. Sinon, s'il n'y a pas ça, vous pouvez toujours dire j'ai un préjugé contre un tel et on n'en veut pas, c'est foutu, votre réunion elle est foutue. Faut être autour de la table, puis si un tel il n'est pas bon, il se discréditera ou s'usera lui-même, mais vous n'avez pas à le mettre à l'index avant de commencer.
Parce que sinon, vous mettez déjà des soupçons et vous arrivez à une situation, et j'aimais bien ton souvenir de Max Lejeune, parce que je suis assis de ton âge, et je me souviens très bien de ce que ça voulait dire dans l'aile droite du Parti Socialiste, c'était pire que Valls. Mais ils ne l'ont pas viré à Épinay, c'est lui qui s'est fait virer. Et après, les rapports de force ne sont pas écrits, ça dépend des rapports de force sociaux. Parce que vous savez, il n'y aurait pas eu la grève à la TCOR et à Breguet en mai 36, Blum aurait pu faire du Hollande. Excusez-moi, parce que c'est ça le fond du rapport. Donc il y a un rapport entre les appareils et les masses. Et tout ce qu'on veut, c'est que les masses prennent, c'est Jean-Yves qui l'a très bien dit, le pas, parce que ça fait un contrôle sur les dirigeants des appareils, et c'est ça qui permet d'aller plus loin et d'embringuer, excuse-moi, chers camarades d'ensemble, d'embringuer tous ceux qui sont dits sans parti ou sans étiquette et autre chose. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils se mettent en mouvement et qu'ils peuvent obtenir toute leur conscience, leur activité, leur dynamisme, leur créativité. Parce qu'une fois qu'on a dépassé les appareils, que ceux-ci n'ont plus le même pouvoir et que c'est le mouvement de masse qui est en action, alors à ce moment-là, le sentiment de victoire, de force se contamine et les gens deviennent tous des acteurs, même s'ils ne sont pas dans les partis et dans les syndicats. Et donc ce processus-là, nous le connaissons, je suis avide, 1000 fois, il m'est arrivé de le décrire. Et par exemple, je vais vous donner, j'ai essayé de faire une petite transition avec une petite histoire. Hier soir, j'étais à Jonquière. Vous savez, c'est à côté d'Orange. C'est à côté d'Orange. Le Nord Vaucluse, ça vote Front National à tour de bras. C'est particulièrement au Réac. Et les gens qui m'ont invité, alors l'année dernière, en 2016, j'ai fait 160 meetings contre les lois de Connery, j'en ai fait 100 l'année dernière. Des Jonquières, j'en ai rencontré beaucoup. C'est pour ça que c'est pas un exemple isolé. Il y avait 50 personnes dans la salle. Il y avait à peu près toutes les nuances de la gauche. Il y avait du FSU, il y avait du PC, il y avait quelqu'un de FI, il y avait des anciens socialistes désabusés qui étaient pour aller voter et puis ils ne resteront jamais voter. La moyenne d'âge était un petit peu âgée, mais il y avait quelques jeunes. Et qu'est-ce qui faisait qu'ils étaient hier soir, pour écouter du droit du travail quand même, hein, un vendredi soir à Jonquière, avec une pression dehors du Front National et des tas de gens racistes et tout, il faut quand même s'auto-sélectionner. Et bien tous ces gens-là, c'était des gens qui rêvaient de gagner la municipalité, qui se préparaient pour dans 2 ans ou 3 ans. Et c'était une vraie force. Vous savez ce qu'il y avait de plus vivant dans le village. Il y avait des gens qui faisaient de la culture, de la musique, qui faisaient de la peinture, etc., qui étaient des retraités, des actifs. C'était le cœur de la gauche. Je l'avais devant moi hier soir. Par contre, si je vais à Rennes, il y aura 10 réunions de 100 ou 150 personnes, on sera plus nombreux. Mais ils ne se mettront pas tous dans la même salle. Alors pourquoi ça se passe à Jonquière? Parce que là, les gens sentent qu'il n'y a pas d'autre issue pour pouvoir survivre. Ils sont déjà obligés de s'entendre. Et donc ils viennent dans la même réunion, ils cherchent le point commun. Hier soir, c'était moi le point commun. En d'autres ça peut être d'autres. Mais et là, des Jonquières, il y en a des milliers en France. Il y a 3, 400 millions de personnes à gauche en France, comme ils étaient en face de moi hier à Jonquière. Mais pour les mettre dans une même salle, c'est ça qui est la grande difficulté. Et ils vous diront, non, moi, ce soir, je vais voir Hamon. Non, moi, je m'occupe que de Mélenchon. Non, moi, je m'occupe que je suis au PC, on a déjà assez de problèmes. Non, moi, je suis encore en train de voter jusqu'au congrès d'Aubervilliers pour essayer de faire quelque chose si jamais ça pouvait changer, etc. Et tout le monde ne viendra pas dans la même salle si c'est dans des grandes villes. Mais notre projet, nous, politique, c'est qu'il y ait des Jonquières partout. C'est d'arriver à ce que ce soit dans les grandes villes, dans les petites, dans les moyennes. Notre projet, après, GDS, on vendra notre projet politique comme les autres vendront leur projet politique. L'ami Cherki pourra défendre qu'il n'y a plus de salariat ou que c'est post-salarial. Il aura le droit. Il aura le droit de dire ce qu'il veut sur le revenu universel et moi que je suis pour le salaire pour tous. Puis on verra bien comment ça se définira le débat. Mais d'abord, faut-il être comme à Jonquière, dans une disposition unitaire, dans la volonté de faire des listes communes, mais dans la volonté d'arriver à dégager ce qui nous est commun. Et si ça nous est commun, là, j'ai plus de quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je crois. Il n'y a plus de crainte à avoir. C'est Jean-Yves, vous n'avez plus de temps. Parce que si j'ai crainte à avoir, ça peut être que bon à Jonquière. Vous réunissez tous les gens de Jonquière, le programme qu'ils vont faire, je ne suis pas inquiet dessus. Il ne sera ni social-libéral, ni gauchiste. Ils auront un programme adapté dans le Nord Vaucluse pour eux, et en étant très attentifs sur les subventions, surtout la gauche, la bibliothèque. Et bien nous, ça sera pareil. Ça sera pareil si on se met autour de la table, et le projet de GDS, en se construisant, de faire ce réseau, c'est de faire le réseau avec tous ceux
tous ceux qui militent, évidemment en premier les syndicalistes, les jeunes, les actifs, ceux qui sont dans des associations et tout, pour diffuser cette idée, cette méthode d'unité, en même temps que de défendre sur le fond un vrai programme de lutte de classe, de combat, de transformation sociale pour la 6e République. Bien, c'était donc un débat sur comment rassembler la gauche. Bon, je voulais dire quand même, avant de tous se quitter, puisque je vois qu'il y en a qui se lèvent déjà, que ce travail, il commence pas aujourd'hui, il a déjà commencé. Et je voulais rappeler l'appel à travailler ensemble et à constituer partout des collectifs unitaires de la gauche sociale, écologiste, intellectuelle, culturelle, etc., qu'on a signé avec toutes les forces qui étaient représentées ici, la gauche socialiste, les écologistes, le Parti communiste français qui n'était pas là, nos amis de République et socialistes, des syndicalistes, Marie-Christine évidemment qui est un des pivots de cela, après l'appel des 100, nos camarades d'ensemble, etc. Et que la démarche qui était celle d'appeler à la fois des collectifs unitaires sur le terrain, mais aussi à créer un comité de liaison permanent, c'est la même démarche que celle qu'on a aujourd'hui, d'appeler un espace permanent de débat et d'initiative de la gauche. Et que cette démarche, elle a commencé à marcher, parce que des jonquières, il y en a aussi ailleurs. Il y a ce qu'ont fait nos camarades de Châlons qui viennent de partir, il y a ce qu'ont fait nos camarades de Saint-Étienne avec tous les autres qui sont là-bas, il y a ce qu'ont fait nos camarades à Marseille avec des forces de partout, il y a ce que font les camarades de Seine-Maritime à un peu de l'heure, avec un arc de force très large. Aussi, il y a ce que fait Cause Commune, dont nous a parlé Jean-Pierre Fauré tout à l'heure. Il y a ce qu'ont fait un certain nombre de camarades dans le Vaucluse, etc., etc. Ce qui montre que localement, nous pouvons réunir des forces extrêmement diverses, et y compris des citoyens lambda, comme il est souhaité dans les discussions d'ici, parce que c'est beaucoup plus facile, évidemment, localement de faire ça, et de discuter non pas seulement de ce qui nous unit, de ce qui nous divise, de comment on fait pour dépasser les questions qui font désaccord, mais de discuter aussi de ce qu'on fait en termes d'action concrète. Débat autour de films, bagarre contre les fermetures d'hôpitaux, etc., etc. Pourquoi pas affichage et flyers communs ensemble sur ce qui nous est commun, tout en menant des débats sur la question de l'Europe, sur la question du revenu universel, sur la question du financement de la protection sociale, sur lesquels on aura peut-être des désaccords, mais sur lesquels il est nécessaire, urgent de discuter, parce que il faut clarifier les désaccords pour voir s'ils sont réels ou s'ils sont au contraire des désaccords formels. Parce que c'est aussi possible qu'il y ait un certain nombre de désaccords formels. La difficulté qu'il y a dans cette démarche, même si cet appel à travailler ensemble et la sortie du bulletin passerelle, c'est quelque chose qui a été porté par des dirigeants de l'ensemble des formations que j'ai citées, puisque dans l'appel qui est là-bas, il y a des dirigeants de premier plan qui ont signé cet appel. La difficulté, c'est de faire vivre un véritable espace politique permanent d'action, d'initiative et de débat au niveau national, parce qu'au niveau national, évidemment, les citoyens ne vont pas se précipiter dans une salle pour dire voilà ce qu'il faut faire. Il faut évidemment qu'il y ait une impulsion des responsables politiques que nous sommes, ou de responsables syndicaux. Il y en avait dans la salle tout à l'heure qui n'ont pas forcément parlé, mais qui sont signataires aussi de cette démarche. Comment on fait pour les mettre ensemble autour d'une table, et pour qu'ensuite ça ne soit pas seulement un collectif d'individus, parce que nous sommes un collectif d'individus, de responsables politiques, syndicaux, associatifs, qui nous réunissons chaque mois autour de la fabrication de passerelles. Mais comment faire pour que ce collectif-là, il se transforme en un vrai collectif et un vrai espace politique permanent, ou une coalition permanente, pour effectivement reconstruire la gauche au-delà de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Voilà, merci aux camarades qui sont venus.